Eh bien, bonjour à tous. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Mortimer. C'est un plaisir d'être ici pour moi. Écoute, le plaisir est partagé. Je suis très heureux d'être là pour ton interview Super. parce que j'ai suivi ton parcours de loin. On se connaît pas, mais j'ai vu tes passages en France avant de partir aux États-Unis. J'ai eu la chance de voir aussi quand tu étais à l'affiche du Cirque du Soleil. D'accord. Donc j'ai vu le spectacle en vrai aussi où tu y étais. D'accord. Et donc voilà, je suis très content de te recevoir, toute l'équipe aussi. Et donc l'idée de cette interview, c'est un peu de survoler un peu ton parcours, en fait, qui est intéressant, je pense, et aussi un peu atypique, parce que tes origines, là, il y a beaucoup de questions dont je connais pas les réponses. Par exemple, ce qui t'a amené à la magie, quelles sont un peu on va dire, tes origines artistiques, on va dire. Ce qui m'a amené à la magie, c'est un peu comme tout le monde, un magicien qui faisait des tours à soi et j'ai cherché partout où je pouvais trouver, apprendre. Il n'y avait pas Internet, hein, donc il fallait attendre qu'on reçoive le courrier avec le catalogue, revenir. Donc ça prenait des jours. C'est pas comme aujourd'hui, on tape tour de carte C'est vrai. sur Internet et on a tout ce qu'il faut. Donc j'ai cherché et ça m'a passionné. Et parallèlement, en fait, j'étais vraiment passionné par tous les arts du cirque en général, la jonglerie, l'acrobatie, le clown. Et j'ai appris beaucoup de choses hors magie. En fait, j'ai un peu laissé la magie dans un premier temps. Mhm. J'adorais la magie. Mais je me suis dit, ah, si je veux monter des spectacles, faut que je sache me tenir sur scène, faut que je sache parler, faut que je sache danser, jouer de la musique. Donc j'ai commencé par un peu délaisser la magie pour revenir ensuite à la Mhm. magie et construire tous les spectacles que j'ai construits. Ce qui explique un peu ton univers. Moi, je pense surtout aussi au spectacle. Avant que tu partes aux États-Unis, c'était l'Ombre Orchestre, c'est ça? Moi, je pense il y a eu des V1 bien avant. Il y a eu un avant l'Ombre Orchestre aussi. Mais c'est ce spectacle qui t'a fait connaître quand même Ça. en France. Ça a duré combien de temps, l'Ombre Orchestre? 10 ans, 1000 représentations, Waouh! dont 5 résidences à Paris. Ouais. Et partout en France, tourné. J'ai fait tous les villages, toutes les villes de France, je connaissais la carte par cœur. Ah ouais, mais tout le monde parlait de ton spectacle à l'époque, hein. J'ai connu ce que tu dis, commander les livres, etc., à l'avant Internet. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de ce spectacle parce que il y avait, comme tu viens de le dire, le côté approche cirque, approche de plein de disciplines, le mime et beaucoup de poésie, en fait. Et c'est ce qui faisait vraiment ce qui a fait le succès de ce spectacle. Ouais, c'est ça. En fait, on le vendait même pas comme un spectacle de magie et je pense que c'est ça qui fait que les théâtres nous ont vraiment approchés. Mm. Et c'est marrant parce que je vais aux États-Unis, on dit oh, aux États-Unis c'est beaucoup plus les gens aiment plus la magie, mais c'est pas vrai. Non, C'est le même schéma. Il faut pas vendre de la magie, il faut avoir un spectacle. il faut les faire rêver. Voilà, c'est ça. Et les théâtres vont te mettre dans leur case à eux, mais si tu fais un spectacle de magie, ça attire pas trop les gens. Ils pensent que Mm. tu vas faire des boîtes avec des épées. Oui, ou alors ils ont l'image à l'ancienne Voilà, c'est du ça. magicien, la veste bleue, la cravate rouge. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on essaie c'était comment dire, c'était aussi un choix et c'est ce qui m'a tiré dans la. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans la magie, c'est le rêve. Hein. C'est comme en anglais, c'est whimsical. Je sais pas comment on dit. J'ai perdu quelques mots comme ça. Ouais, c'est le rêve. Je sais pas. Whimsical, c'est comme le. Oui, c'est tout ce qui est Alice au pays des merveilles, tout ça. Et donc, c'est ça qui m'a tiré plus que tiens, je vais te faire un tour de cartes et puis je vais te bluffer ou tata, tu Mhm. vois. Euh, L'histoire en magie, voilà, ce que tu racontes autour est presque plus important que le tour. voilà, c'est ça. Moi, on le dit souvent aussi, faut faire l'adéquation entre tes affinités à toi Mm. et la magie que tu aimes, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que l'histoire est plus importante que le tour. Parce que prenons le jeu invisible, qui est un tour classique. J'ai dû le présenter de 10 manières différentes. Et il y a des manières que tu présentes le jeu invisible, genre, très bien. Et puis il y a des manières où tu le présentes, les gens, C'est le miracle. c'est un miracle. Donc si tu veux, on a des techniques, mais c'est l'enrobage qui fait 80%. C'est tout le travail du magicien, effectivement. Et donc, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie de ta carrière en France avant qu'on aborde celle d'après? Non, c'était une belle aventure. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait devenir magicien. J'ai commencé à faire des spectacles de rue. Donc, je jouais, j'étais à Bordeaux à l'époque, dans la rue Sainte-Catherine.
Et petit à petit, en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que je pouvais en faire un métier. Et alors, j'en avais aucune intention. Je me disais, tiens, je vais faire ça pour quelques années. Et puis, après, je ferai un vrai métier, tu vois. Du fun. Et Et j'ai jamais arrêté. Et c'est ça qui est beau dans ce que nous amène la vie. C'est toujours des challenges. Je dis pas que ça a été facile ou que j'ai tout réussi du premier coup. Mais chaque étape a amené une autre, qui a amené une autre. Et ça, c'est incroyable quand on est vraiment passionné, quoi. ouais, et puis après, il y a aussi, je pense, ton exemple l'est, et je pense que c'est un peu le point commun de beaucoup de personnes qui arrivent à gagner leur vie de leur passion. C'est aussi de saisir des opportunités, savoir pas rester toujours dans sa zone de confort. Exactement. Et non seulement pas que la zone de confort, mais aussi tes zones de croyance, entre guillemets. C'est-à-dire que ce que tu penses qui est de la bonne magie, c'est pas forcément de la bonne magie pour tout le monde. Et en fait, tu vas évoluer au cours de ta carrière en disant, tiens, par exemple, la magie que je ferai dans la rue, c'est pas la même magie que je ferai sur scène, c'est pas la même magie que je ferai à la télé, c'est pas la même magie que je ferai sur Instagram. Et ça, il faut vraiment rester super ouvert, en fait, à chaque opportunité. Par exemple, la première fois que Monique Nakachian m'a appelé pour faire le plus grand cabaret, j'avais mon numéro FISM de 10 minutes avec les bulles. Et je voulais pas le toucher. Et elle me dit, il faudrait que tu le fasses pour réduire. Ouais, elle me dit, tu le fais en 4 minutes. Je lui dis, ah non, là, je peux pas. Et 2 semaines après, je la rappelle, bon, je vais le faire. Et pareil pour plein de choses. Quand j'ai commencé en théâtre, je faisais de la rue au théâtre et ça marchait pas. Et après, je me suis habitué. Pareil, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je faisais des tours que je faisais en théâtre sur les réseaux sociaux, ça ne marchait pas du tout. Et j'ai commencé à comprendre, en fait. Et c'est ça, c'est garder cette ouverture qui te permet de saisir les opportunités. Toujours se remettre en question de tout. Et donc, alors, le départ aux États-Unis, il y a eu un déclencheur, on t'a appelé pour venir, t'as fait un casting? Même pas, enfin, si, j'avais fait un casting pour le Cirque du Soleil, mais il y a bien avant. Et donc, je fais Incroyable Talent, et là, le Cirque du Soleil me voit sur Incroyable Talent, et me dit, est-ce que tu veux participer à un show à Las Vegas Et du coup, moi, j'étais un peu... Parce que du fait que j'étais sur Incroyable Talent, il y avait des choses qui se passaient en France aussi. Et je me disais, je vais lâcher un peu. Mais quand même, les États-Unis... ouais, c'était... puis j'étais personnage principal. Donc, c'était pas un petit rôle comme ça. Non, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je décide de partir à l'aventure après et pour la petite anecdote, en fait... J'allais dire non, donc on s'appelle plein de fois, on négocie tout ça. J'allais dire non, donc j'appelle, j'étais dans mon local de répétition, je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil. J'appelle le Cirque du Soleil en me disant, bon, je leur dis, je vais rester en France, il faut que je crée mon nouveau spectacle, j'avais des super opportunités. Et j'appelle, et la fille me dit tout de suite, sans me laisser parler, elle me dit, on a un problème. Parce qu'on a Chris Angel chez nous, et il a une exclusivité avec nous, on ne peut plus engager de magicien. Et d'un seul coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire. Et c'est drôle, comme d'un seul coup, ça m'a échappé. Non, je le veux, tu vois ce que je veux dire? Non. Et ce moment-là a défini ma carrière sur les 10 prochaines années. Et en fait, ils m'ont engagé, mais ils m'ont engagé en tant que comédien. Eh oui, c'était pas... Alors, en fait, le Cirque du Soleil, à chaque fois, il faut personnaliser. C'est-à-dire, ils prennent des artistes avec des individualités, ce qui était ton cas, et il a fallu faire rentrer dans le spectacle. Donc, tu as dû avoir toute une période de répétition, d'adaptation. Oui, 6 mois. Il a fallu refaire tous les numéros. D'ailleurs, c'était bien parce que j'ai amené, je faisait des tours de magie dans le show du Cirque du Soleil. On faisait le spectacle de Michael Jackson. Et donc, c'est ça. Donc, je vais faire des numéros avec les objets de Michael. Donc, il y avait le gant, il y avait le chapeau. Ouais, je me souviens bien. Et je me rappelle, à un moment, il y avait un grand micro comme ça. Et je me disais, j'avais vu Pierre Brama à l'époque faire un micro volant, mais ça datait. Chez Jacques Tati, c'était un truc de 50. Et je leur ai dit, on pourrait peut-être faire ça, tu vois. Et du coup, j'improvise un peu et paf, ça s'est arrivé dans le... C'est magique. Ouais. Mais je me souviens, c'était au début, ça, du spectacle. T'avais un personnage qui rentrait dans une maison un peu ancienne. C'est ça. Il découvrait les objets. Je me souviens bien. Et le chapeau. Ouais. C'était vraiment magique, quoi. Et ton personnage était récurrent. C'est ça. Tu revenais tout au long du spectacle. Donc ça a dû être une super expérience. Et c'est ce qui t'a ouvert les portes pour la suite, j'imagine.
Tu t'es fait ton réseau à Vegas Pas vraiment, en fait. Enfin, si, on se fait un réseau, mais c'était plutôt... en fait, c'est un Français qui était à Vegas, qui m'a appelé, qui est venu voir le show plusieurs fois, Alex Good. Oui. Et il m'a dit... On le salue d'ailleurs, parce qu'il passe de temps en temps au magasin aussi. Il cherchait des jeux de cartes pour faire des tours de magie. Oui. Il avait produit aussi un magicien sur Paris il y a quelques années, et puis il est passionné de magie. On le voit souvent, ouais. Donc Alex m'a dit, écoute, moi j'étais parti pour rentrer en France en fait, et Alex me dit non, reste, je vais te trouver une salle, tu vas faire ton spectacle. Et on a trouvé une salle et je les ai missionnés du cirque et c'est parti pour 6 ans. Wow, génial. Et donc tu as fait plusieurs salles, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as fait plusieurs casinos. J'ai commencé au Planet Hollywood, ils ont fermé la salle dans laquelle je jouais, donc ils nous ont bougé juste à côté au casino Le Balis. Dans une petite salle de 200 places, c'était très modeste. Oui, à Vegas, 200 places, c'est petit. c'est petit, mais il faut les remplir. Hein, c'est ça, c'est que il faut vendre les tickets. Il y a un catalogue de spectacles quotidiens qu'il faut remplir. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 1 an et demi jusqu'à ce qu'ils ferment pour la pandémie. Et quand on est rentré de la pandémie, la salle était un peu trop petite et il y avait plein de choses qui n'allaient pas en fait. Et du coup, on a décidé de prendre une salle de 600 places à la Strato. Au Strato, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est Jérémy qui me disait ça. Moi, je suis pas très... je suis peut-être le moins fort de l'équipe sur tout ce qui est réseau, com, etc. Mais le spectacle a été élu plusieurs années. C'est ça. Spectacle de l'année à Vegas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a un journal qui s'appelle le Las Vegas Review Journal. C'est un peu comme Le Parisien, voilà. D'accord. Et donc, chaque année, ils font voter les gens pour savoir qui aura le meilleur spectacle. Et on l'a eu, je crois qu'on a commencé à l'avoir en 2018 et ensuite on l'a eu toutes les années jusqu'en 2023. Waouh. Je crois que c'est 5 années en fait. Non, mais c'est une année de Covid. Eh oui, c'est ça. Ouais, là, c'était plus compliqué, effectivement. Les gars, c'était le chaos total. Ouais, il n'y avait pas de spectacle. Et du coup, tiens, ça me fait une petite transition sur la dernière partie de l'interview. Est-ce que c'est le Covid qui t'a amené vers les réseaux sociaux, vers tout ce qui est vidéo YouTube, ou tu le faisais déjà avant? Là, tu as une question de complètement novice au niveau réseaux sociaux. Mais en fait, moi, si tu veux, ça faisait longtemps que j'avais vu un peu l'explosion. Si tu veux, en 2016, il y a eu YouTube, et en 2016, Facebook et Instagram ont commencé à ouvrir les vidéos. Et là, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Moi qui cherchais toujours à avoir... de produire de la magie pour la télévision ou choses comme ça, tiens, d'un seul coup, tu peux prendre ta caméra et ton puis tu le fais, toi, tu vois. Donc, mais j'avais pas les clés pour ça. Et j'ai vu quelques magiciens, dont un très bon ami à moi qui s'appelle Rick Lax, qui faisait des vidéos pour Penguin, qui a explosé sur Facebook. Et j'étais très copain avec lui, on se voyait souvent, il me donnait des conseils. Ah oui, mais tu comprends, faut pas faire... Moi, je lui donnais des vidéos de scènes, de mes numéros. Je dis, tu peux les poster sur ta page. Peut-être l'adapter ou... Ouais, mais ça faisait rien du tout. Il me dit, non, il faut que tu fasses, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais te montrer. Et donc, petit à petit, j'ai un peu évolué, j'ai un peu appris à le faire, mais j'avais le show à Vegas, donc j'avais pas trop le temps. Et quand la pandémie est arrivée, c'était exactement à l'embranchement, à la croisée des chemins où je commençais à vraiment comprendre comment faire. Et en même temps, j'avais tout le temps du monde. Et en plus, Rick m'appelle et me dit écoute, c'est bien joli tes petits TikTok là, mais combien tu gagnes? Et je lui dis 0. Et je vais te montrer. Je vais te montrer comment on fait de l'argent avec les réseaux sociaux. Et d'un seul coup, il m'a engagé avec sa compagnie. Monétisé. Il m'a monétisé sur Facebook. Ensuite, j'ai appris, j'ai monétisé d'autres plateformes. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Il m'a dit qu'il fallait faire des vidéos plus longues. Et c'est parti là. J'ai eu jusqu'à aujourd'hui presque 30 millions de followers. Oh, bravo. Ouais. Bravo. J'espère que ça va grossir. Tu te rends compte en 10-15 minutes comment on a résumé C'est ça. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et à chaque fois, des disciplines différentes. La scène, l'adaptation de ta magie dans un spectacle Cirque du Soleil. Ensuite, l'adaptation de ta magie sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et le record de vues, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est laquelle? La corde à sauter ou le caddie? Le caddie, il avait fait beaucoup de vues, mais je crois que j'ai fait une vidéo sur la plage où il tirait la chaise. Ah oui, exact. Et ça a été, je crois que ça a passé le milliard, hein, celle-là. Incroyable.
Ça, je crois que les gros hits, il y a le caddie, ça a été un des gros hits. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le vélo coupé en deux, là, Oui. ça a très bien marché aussi. Oui, après, tu comptes plus parce que tu as plein de trucs sur les plateformes, mais oui, en gros, des bons hits, c'est 500 millions de vues. Ouais. Oh. Et du coup, maintenant, c'est de la vraie production, entre guillemets. C'est-à-dire que là, maintenant, tu as un staff avec qui tu travailles. C'est ça. Une équipe complète. J'ai une personne qui organise les tournages. J'ai une équipe caméra. J'ai quelqu'un qui écrit avec moi. J'ai quelqu'un qui construit les illusions. Donc, c'est Joaquin Ayala. Oui. Mais c'est Ouais, Ayala, bien sûr. C'est Ayala qui construit toutes mes illusions. Et je le consulte aussi parce que parfois, tu vois, c'est important de savoir d'où vient le tour et comment est-ce qu'on peut l'améliorer, de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc, parce que tu sais, quand tu es en mode créatif, tout fuse. Et puis, à un moment, lui, il y a déjà pensé. Ça. Et donc, on connaît bien le problème. Ouais. C'est ça. Mais voilà, on essaie de le faire aussi parce que, par éthique, mais aussi parce que c'est aussi ça qui va faire qu'on va avoir plus de vues. Si ça a déjà été vu. Après, moi, je me souviens toujours, c'est une citation que je dis tout le temps, je me souviens de Pavel en conférence, Pavel, le magicien des cordes. Il disait dans sa conf, en musique, on n'inventera jamais une nouvelle note. C'est ça. C'est-à-dire que, et en magie, c'est pareil, un effet reste un effet, mais on voit bien que plus le temps passe, plus on arrive à trouver d'autres manières de faire ces effets. C'est ça. Une lévitation est une lévitation, mais toi, tu as amené quelque chose avec la corde associée, etc. Ouais. Et pas que ça, c'est des questions de présentation. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Il y a le tour et il y a ce qu'on en fait, si tu veux. Et c'est un peu comme il y a un jour, il y a un gars qui a inventé la bicyclette. Et un jour, il y a un gars qui a dit, attends, je vais prendre ta bicyclette, je veux un moteur dessus. Il a inventé la moto. C'est vrai. Un exemple. Le gars qui a inventé la bicyclette, il n'avait pas autorisé le mec à mettre un moteur dessus. Ah, tu m'as piqué, t'as mis un moteur sur ma bicyclette. Eh bien, la moto ne serait jamais... Si tu veux, c'est pareil en magie où, effectivement, il y a un savoir et il y a des gens qui ont construit, si tu veux, cette culture-là. Mais nous, la génération suivante, ma génération, c'est de l'adapter à un nouveau média. Tout à fait. De le rendre intéressant pour un public qui n'est pas habitué à la magie. Aujourd'hui, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est pas que poster des vidéos, c'est inspirer une génération qui n'a pas vu de magie. Tous les jours, il y a entre 5 et 10 millions de personnes qui cliquent sur mes vidéos. C'est entre 5 et 10 millions de personnes dans le monde qui découvrent ou regardent de la magie pour la première fois, pour la deuxième fois, ou qui disent « Tiens, j'ai envie d'être magicien, qu'est-ce que c'est ce métier ?» Donc, si tu veux, on le transmet. Parce que si on n'était pas là sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu vas voir de la magie? C'est vrai. C'est difficile de se payer une place à 100 € ou 50 € pour aller voir un spectacle à Paris, tu vois. Donc, on passe en fait le flambeau à la génération d'après, quoi. C'est l'adaptation à un nouveau format et à une nouvelle société aussi. C'est ça. Ouais. Et t'imagines le levier, quand on a commencé, tu dis, moi, comme beaucoup de magiciens, j'ai vu un magicien, ça m'a donné envie d'en faire. Mais alors aujourd'hui, l'opportunité de voir un magicien en vrai, on l'a un peu plus, mais alors sur les réseaux sociaux, on l'a beaucoup plus. Ça. Alors après, il y a le tri, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui expliquent, ceux qui font mal, il y a de tout. Mais ça, encore une fois, c'est pareil, c'est un truc d'époque en fait. Si tu regardes Michael Jackson par exemple, à l'époque de Michael Jackson, il y avait plein de gens qui faisaient pareil que Michael Jackson. Il y en a plein qui le faisaient mal, il y en a plein qui le faisaient à la rage. Non, mais tu vois, j'aime beaucoup tes parallèles. Non, mais c'est vrai, parce que finalement, Michael Jackson, c'est un artiste qui voulait pousser les choses jusqu'au bout, qui voulait faire de la qualité, et c'est pour ça que, si tu veux, le sable est parti et seulement les pierres sont restées. Et c'est l'érosion qui va faire que demain, on va regarder la culture d'hier, qui est celle des réseaux sociaux, en disant, oui, tu te rappelles, un tel, c'était génial. C'est ce qui restera. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et une dernière question que je n'avais pas prévue, quand tu as parlé de Ricklax, en fait, ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, c'est vrai, cette question. Et créer un tour pour le proposer aux marchands, par exemple. Ouais. Tu l'as déjà fait? Non, je crois pas. Non, mais on a 2-3 choses là avec. J'ai mon collègue qui travaille avec moi, qui écrit avec moi, Rodrigo Navarro. Ouais. Il crée des choses et par exemple il a créé un collier qui apparaît à vue. D'accord. Et on l'a fait dans une vidéo d'ailleurs et je lui dis écoute, sers-toi de la vidéo, on va le vendre. Ou une rose qui change de couleur. Et c'était une technique très intéressante qu'il a trouvée pour une rose qui change de couleur en close-up.
Et je lui dis, bah, écoute, vends-les, quoi, parce que, tu vois, nous, ça y est, on l'a fait. Voilà, c'est fait un peu comme un artiste, comment dire, ou un conférencier. Et souvent, dans sa conf, il montre des choses qu'il fait depuis des années et puis il a déjà la chose d'après dans les tuyaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a des trucs que je garde. Le caddie, je vais pas le... Oui, non, le but, non, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est des idées. Mais non, mais voilà, moi, en tant que marchand, je me dis, tiens, c'est vrai, une création Xavier Mortimer sur le marché, c'est très pas mal quand même. Ben, on peut se parler de ça, si vous voulez. Bon, en tout cas, merci pour tout ce temps que tu nous as accordé. Et tu voulais ajouter quelque chose? Mais non, mot de la fin? merci. Ah si, non, bon là, je sais pas quand on va le diffuser, mais en ce moment, tu es encore à Paris C'est pour ça, 3 ouais. jours, en tournée avec les Illusionnistes, On est juste à Paris. juste à Paris, et après tournée européenne. Alors, c'est prévu, mais c'est pas encore là. On va au Mexique, on est à Dubaï, on va... Ah ouais, carrément, tournée mondiale. Ah oui, c'est complètement... ça va partout dans le monde. Mais voilà, ils font un petit peu au fur et à mesure. Donc, il y aura une tournée en France, il y aura une tournée France, Belgique, Suisse, je crois. J'ai entendu parler, c'est encore très, très officiel. Ouais, pas défini. Non, mais, Bon, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'opportunité de venir vous voir, mais on a des membres de l'équipe qui y sont allés. C'est génial. Il y a un super plateau. Il y a Gus qui présente, Kevin James, Zo, il y a Léa. Zo, Léa Kyle, Florian Savet, que des numéros variés et que des talents sur scène. Ouais. Donc, quand ils repassent dans votre ville en tournée très bientôt, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci à toi. Salut. Salut.